Vous regardez RTL. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Merci d'être dans ce studio d'RTL à l'occasion de la sortie de la première partie de vos mémoires aux éditions Muller. 400 pages consacrées aux 40 premières années de votre vie. Votre talent de conteur est incontestable, Jean-Marie Le Pen, pour retracer votre vie. Vous avez l'écriture facile ou laborieuse ? Ou plutôt facile. Enfin, quelquefois, il y a des passages plus difficiles. Pourquoi ces mémoires finalement ? Pour tenter de rectifier votre image ? Oui, parce que j'ai tout de même été toute ma vie dans l'opposition. Et dans cette situation, j'ai été l'objet de critiques très sévères de mes adversaires, pas toujours fondées, souvent mensongères. Donc, par conséquent, je crois que je rectifie un certain nombre de choses. Et puis, je révèle un certain nombre de choses de ma vie que les gens n'ont jamais pris la peine de regarder. Ouais. Tous les grands éditeurs que vous avez sollicités ont refusé de vous publier, en fait ? Oui, enfin, écoutez, c'est fait de manière beaucoup plus discrète que ça, mais bref. C'est-à-dire plus discrète. Vous avez envoyé des courriers et on vous a dit non ? Non, généralement dit non, plutôt non. Voilà, sous diverses raisons, plus ou moins éditoriales ou autres, mais enfin bref. Des raisons plus ou moins éditoriales. Il y en a un qui a trouvé qu'il avait déjà beaucoup de gens de droite dans son édition, que ça faisait peut-être un peu trop. Et il y a des auteurs qui ont menacé de quitter des maisons qui auraient pu vous accueillir ? Oui, sans doute, mais je pense qu'un certain nombre de gens regretteront de ne pas m'avoir édité quand ils connaîtront les résultats commerciaux. Au commencement, Jean-Marie Le Pen, vous décrivez votre Bretagne natale. Oui. Et puis arrive l'année 1942, vous avez 14 ans, votre père, marin-pêcheur, meurt sur un bateau touché par une mine, évidemment, ça bouleverse votre vie. Vous aviez eu le temps de parler politique avec votre père ? Il était plutôt de droite, c'est ça ? Non, mon père était conseiller municipal. Il était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer, mais on ne parlait pas politique avec les garçons de mon âge. Néanmoins, moi, je suivais quand même les événements, parce que contrairement à ce qu'on croit, les adolescents sont plus conscients que ne le pensent les adultes. Et à 16 ans, vous divorcez de l'Église catholique, qui a rusé pour vous virer du collège. Racontez. Oui, c'est-à-dire que, voilà, comme j'étais à 16 ans, je suis devenu un homme, et je supportais pas très bien la discipline un peu infantile des collèges traditionnels. Et donc, ils ont décidé de se séparer de moi, de me mettre à la porte. Et ils n'ont pas eu le courage de le dire et m'ont dit, ben voilà, il faut vite que vous rentriez à la maison parce que votre maman est morte. Alors, je suis rentré, évidemment, sur mon vélo à toute vitesse et j'ai vu ma mère en arrivant. Je dis, mais tu es pas morte ? Elle m'a dit, mais non. Et ma mère, qui était une pieuse dame, qui allait le matin à la messe et l'après-midi au cimetière, et quand le jeune curé est venu pour expliquer le coup, elle l'a flanqué à la porte, elle n'a même pas voulu l'entendre. Et vous n'avez plus jamais été pratiquant. Voilà, j'ai perdu la confiance, si vous voulez. La foi, c'est aussi la confiance dans les clercs, quand même, qui sont les porteurs de la vérité. Jean-Marie Le Pen, dans le livre, on le voit, vous êtes viscéralement anti-gaulliste. Et vous vous lancez dans une défense appuyée de Pétain. Est-ce que vous n'avez pas fait le mauvais choix ? Pétain, homme de la collaboration, et De Gaulle, homme de la France qui résiste. Non, d'abord, j'ai vécu la guerre, moi. Et je savais qu'il était beaucoup plus difficile de résister sur le territoire métropolitain qu'à Londres. La résistance était plus facile à Londres. Donc, j'ai trouvé que le maréchal Pétain, qui était un militaire illustre, le vainqueur de Verdun, et qui s'efforçait, me semble-t-il, clairement, de parer au pire pour sauver les 40 millions de Français qui étaient là, qui n'étaient pas une poignée de gens à la télé, à la radio. C'était des dizaines de millions de gens. Je rappelle que quand le maréchal Pétain signe l'armistice, l'armée française vient d'être écrasée militairement, qu'il y a 2 millions de prisonniers de guerre et qu'il y a 5 millions de réfugiés sur les routes. Et qu'il va falloir demain trouver à manger du travail pour 40 millions de Français. Et le maréchal Pétain a assumé cette tâche à tout risque, je dois le dire. Le maréchal Pétain protège la patrie, comme vous dites, effectivement, écrasé par les Allemands. Mais vous accusez plus De Gaulle d'avoir divisé le pays que Pétain d'avoir accepté la collaboration. Oui, enfin, puisque je pense que dans le livre, vous les opposez le maréchal finalement. Pétain a accepté l'inévitable, parce qu'il y avait une armée
près d'1 million d'hommes sur notre territoire. Il n'a pas eu de tort dans cette affaire. Non, écoutez, je ne sais pas, je juge de loin, si vous voulez, mais j'ai vécu tout de même ces événements, et je trouve, ce que j'ai reproché au général de Gaulle, ce n'est pas ses discours ni sa rébellion, entre guillemets, c'est de ne pas avoir unifié les Français après la Libération, d'avoir laissé condamner à mort le maréchal Pétain et le laisser mourir en prison, d'avoir fait fusiller Brasillac. De Gaulle lui avait proposé, de Gaulle lui avait proposé de revenir. De Gaulle lui avait proposé de revenir à Pétain. C'est lui qui n'est pas revenu. Oui, c'est possible. Ça, je n'entre pas dans ces détails de l'histoire, si vous voulez, mais globalement, je pense que nous croyions, d'ailleurs, nous étions un certain nombre de croire, avec le colonel Rémy, qu'il y avait un bouclier et une épée. Que ces deux militaires, qui s'étaient bien connus, parce que le général de Gaulle avait été au cabinet du maréchal Pétain, avaient de conserve préparé une action commune. Bon, nous nous sommes trompés, et le général de Gaulle, prisonnier sans doute de son alliance avec les communistes, a laissé faire un certain nombre de choses inadmissibles à la Libération qui m'ont révolté. Anticommuniste, vous l'êtes, et on le lit. De Gaulle, pour revenir, vous écrivez le rapetisseur de l'Empire. Je n'avais d'autre moyen que d'être un anti-de Gaulle absolu, faute de pouvoir peser face à lui. Il vous a installé dans le rôle d'opposant, vous n'en êtes jamais sorti, dans le fond. Non, j'ai assumé mon rôle. J'étais en effet critique du général de Gaulle. Mais alors on a dit tout le monde est ou sera gaulliste. Eh bien non, je ne corresponds à aucune de ces définitions. Mais je reconnais un certain nombre de mérites au général de Gaulle sur le plan de la conception de l'État, sur le plan de notre présence dans les alliés qui ont gagné la guerre. Mais pour le reste, je trouve que tant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que pour l'Algérie, j'ai combattu la politique qu'il a menée. L'Algérie, vous y consacrez évidemment de très nombreuses pages. Le premier chapitre, c'est la trahison de Gaulle. Sur la torture pratiquée par l'armée française, vous banalisez, vous rebaptisez et vous justifiez. Je cite. Qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Tordre un bras, est-ce torturer? Et mettre la tête dans un seau d'eau? Alors oui, l'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possibles. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche l'intégration physique. Fin de citation. Jean-Marie Le Pen, vous maintenez la torture était indispensable? Je rappelle que le gouvernement qui a donné la responsabilité du maintien de l'ordre à Alger, à la 10e division de parachutistes, c'est un gouvernement socialiste, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous maintenez que la torture était indispensable? Les consignes qui étaient données étaient d'éradiquer à n'importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés dont personne ne parle. Et c'était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu'un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humains que de déchiqueter les jambes d'une petite fille. C'est ce que vous écrivez. Donc c'était indispensable, dites-vous. Oui, c'est la guerre. Vous avez été accusé... Quand la guerre est menée, surtout quand elle est menée par des civils de façon illégale, je comprends assez mal qu'on ait pour eux beaucoup plus d'indulgence qu'on en a pour les soldats de son propre pays. Vous avez été accusé d'y avoir participé, vous démentez. Oui, tout à fait. Et si j'ai gagné tous mes procès dans ce domaine. Si on vous avait demandé de le faire, vous auriez participé ou pas? Sans doute, j'aurais fait mon devoir. Voilà. Encore une fois, préférant la vie d'une petite fille innocente à celle d'un tueur qui pose la bombe. Vous racontez qu'en Indochine, vous avez pris soin d'enterrer les soldats musulmans tués au combat selon les rites de leur religion. Est-ce que c'est pas un peu pour vous donner le beau rôle? Non, mais rien de commun, c'était tout à fait différent. C'était avant la bataille d'Alger. Oui, ça n'a rien à voir. C'est à Suez. Ensuite, c'est pas seulement des soldats, c'est aussi beaucoup de civils qui ont été strafés par l'aviation. Et comme j'ai sur le terrain qu'on m'a donné à contrôler beaucoup de morts, je les enterre. Et comme je suis breton, respectueux des choses de la mort, que je sais que je suis chez eux et pas chez moi, eh bien, je les enterre selon leur tradition. Ça ne me coûte rien et je pense que c'est un geste normal pour moi. Et ça m'a valu, d'ailleurs, je dois dire, une certaine considération, peut-être par comparaison. À propos de Pierre Mendès France, maintenant, vous écrivez « Il était moche à tout point de vue. Il me répugnait physiquement. » C'est du délit de faciès. Oui, enfin, il n'était pas beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ensuite, pour moi, il était l'homme de la défaite en Algérie. Il me répugnait physiquement. En Indochine, oui. Et donc, j'avais pas d'indulgence à son égard. Mais Jean-Marie Le Pen,
Cette phrase, il me répugnait physiquement. C'est vrai que c'est dans la tradition de l'extrême droite d'avant-guerre qui moquait le nez crochu de Léon Blum, par exemple. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une marque d'antisémitisme ouais, de dire écoutez, ça? maintenant, il faut se défendre de cette accusation mortelle, quoi qu'on dise, en quelque sorte. Quel que soit le sujet, on essaye de vous ramener à cette définition. Non, je trouvais simplement que Mendès, radical socialiste, ayant signé les accords de Genève qui mettaient fin à la guerre d'Indochine dans des conditions que je trouvais désastreuses, eh bien, je le trouvais un adversaire politique et je le trouvais physiquement pas beau. J'ai dit la même chose du général de Gaulle, d'ailleurs. Je pense que... Oui, vous le dites dans d'autres termes, mais vous dites qu'effectivement, physiquement, bon voilà, vous le trouvez pas sympathique, on Oui, va mais dire. non, il avait Mais ça, fait- c'est il vrai avait pas- qu'il me il n'avait pas répugnait une- physiquement. Je trouvais qu'il n'avait pas une tête de héros. violent. Dans mon imaginaire, les héros étaient des gens naturellement beaux. C'est comme ça. Jean-Marie Le Pen, vous aimez la France, on le voit, enfin, on le lit dans ce livre. Est-ce que ces provocations, ces outrances ne desservent pas le discours, justement, qui veut servir Mais le comment se pays? fait-il que chaque fois qu'on a une opinion différente de certaines personnes, elles considèrent que c'est une provocation ou une exagération? C'est le cas de Marine Le Pen, d'ailleurs, aussi. Marine Le Chaque fois Pen, que je parle, ouais. elle dit que c'est une provocation. Non, j'exprime une opinion librement dans un pays que je croyais celui des droits de l'homme, mais dont je m'aperçois depuis de nombreuses années qu'il est tout à fait tenu et que c'est un des pays où il est probablement la parole politique est la moins libre. Ah bon? Oui, absolument, parce qu'elle vaut des poursuites, des poursuites judiciaires et des poursuites pénales. Je vous rappelle que le président Estoup, qui est impliqué dans l'affaire de l'arbitrage tapis, avait transformé en appel ma condamnation de 13 francs en 130 millions. C'est vous dire que quand même il faut prendre des précautions quand on exprime son opinion. Vous, par parenthèse, vous n'abordez pas, vous le citez juste, hein, l'affaire du détail qui a éclaté ici d'ailleurs, Rebaillard, Olivier Mazerolle, vous avez posé la question sur les chambres à encore gaz. une fois, de façon très innocente, je n'ai pas fait un discours politique sur le sujet. J'ai répondu à, comment dirais-je, à l'interview d'un de vos collègues. Je lui ai dit oui, ça me paraît pas extraordinaire. Oui, vous répondriez la même chose aujourd'hui. Un détail de l'histoire. Mais non, parce que si je réponds la même chose, je vais être recondamné. Donc, et comme je regrette, j'ai un regret, c'est l'exploitation honteuse qui a été faite de cet épisode par mes adversaires pour pouvoir me dénoncer et me persécuter. Mais c'est uniquement parce que vous craignez le procès que vous ne le répétez pas, sinon dans le fond vous le pensez toujours. Oui, mais je ne suis pas, voilà, je suis pas un héros de l'intelligence, je suis un humble soldat de la France. La politique, après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. Ça, c'est une phrase non, à la dernière phrase, à la dernière page de votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire? La politique, après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. Non, c'est vrai que j'ai fait que ça pendant 60 oui, ans. ben pourquoi vous écrivez ça? C'était peut-être pas ma chose, mais ma fille ne me semble pas la mieux placée pour exercer ce genre de critique, parce qu'il vaudrait mieux se regarder plutôt que de regarder les autres. Je repose ma question quand même, Jean-Marie Le Pen. Vous écrivez dans les dernières phrases de votre livre, la politique après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. C'est une façon de renvoyer tous ceux qui parlent de vos échecs. Vous dites, regardez ce que j'ai fait et je l'ai bien fait. Oui, je crois. Personnellement, si je regarde mon rétroviseur, c'est le cas pour le premier tome de mes mémoires, eh bien, ma foi, je suis assez fier de moi. J'ai une ligne assez droite, la plus droite possible, selon moi. Il y a des gens qui n'aiment pas la droite. Alors ceux-là, bien sûr, n'aiment pas ma ligne. Marine Le Pen a dit ce week-end qu'elle vous lirait. Elle lirait vos mémoires. J'espère qu'elle va me lire, oui, parce qu'elle y apprendra beaucoup plus de choses qu'elle ne croit, parce qu'elle croit savoir, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle a dit qu'elle savait déjà tout. Non. Mais qu'elle allait vous lire quand même. Sûrement pas. Marine, je vous cite, est assez punie comme ça pour qu'on ne l'accable pas. Un sentiment me domine quand j'y pense, quand je pense à elle. J'ai pitié d'elle. Pourquoi pitié? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas. Et je comprends pas que l'on puisse qualifier ça de déclaration extrêmement violente. Bon, d'abord. Oui, parce que quand ça a été dit, que vous l'aviez écrit, on a dit c'est très violent. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne me rendrai pas à Lille parce que je ne veux pas me rendre, si peu que ce soit complice, de l'assassinat du Front National qui va s'y dérouler. Et donc, je demande à tous mes amis qui souhaitaient venir, je crois qu'il y en avait beaucoup qui souhaitaient venir à Lille pour me soutenir,
soutenir, je leur demande de ne pas le faire. Je n'irai pas à Lille. Vous n'irez pas parce au que je ne veux congrès pas être de si peu que ce Front soit National. complice de l'opération de force qui a été annoncée par le secrétaire général, Monsieur Briouat, qui a dit qu'il s'opposerait de vive force à mon entrée. Vous renoncez, c'est douloureux de renoncer, Non, je ne puisque renonce vous aviez pas. dit Non, que vous pas du tout, iriez. mais je serai ailleurs, Vous donnerez un rendez-vous ailleurs. bien sûr. Donc vous ne perturberez pas ce congrès où vous n'étiez pas, évidemment, On ne perturbe que très ce qui attendu. existe. Et malheureusement, si je comprends bien, c'est en voie de cessation d'existence. La page Jean-Marie Le Pen est tournée dans mon esprit comme dans celui des adhérents du FN. C'est ce qu'elle disait aussi Oui, hier non, sur je crois qu'elle BFM. s'est trompée Marine Le Pen. d'article. C'est pas la page, c'est le page chez elle qui est tourné. Le page. C'est un bon mot. Bon, Enfin, ça veut l'être. ça veut l'être. Et vous ne vous parlez toujours pas tous les deux, Non. père et fille? Non, mais moi, non seulement je lui parle, mais je lui écris. Je lui tends la main. Mais en échange, j'ai droit à des déclarations de ce style qui sont plutôt caustiques, disons. Vous attendez toujours la réconciliation? Vous l'espérez? Écoutez, j'espère que la justice l'emportera dans son esprit, parce que je considère que mon exclusion a été une injustice majeure et qu'elle portait en elle-même, malheureusement, les événements qui sont en train de se produire et qui vont continuer de le faire. Ne pas aller au congrès, finalement à Lille, le 10 mars, Jean-Marie Le Pen, c'est justement parce qu'elle vous fait pitié, vous ne voulez pas la perturber davantage? Je vous ai dit non, je ne veux pas être complice, même par ma présence, à l'assassinat du Front National. Bon, donc les avertissements qu'elle a lancés ont porté finalement. Non, c'est pas du tout ça, son opinion qui me fait changer d'idée, c'est la réflexion. Et surtout, je n'ai pas voulu que se dérangent des gens qui, par gentillesse, par amitié pour moi, se seraient venus quelquefois de très loin pour m'aider, alors que je ne veux pas, par quelque manière que ce soit, être caution de ce qui va se passer là-bas. Jean-Marie Le Pen, votre petite fille Marion a fait un retour très remarqué la semaine dernière aux États-Unis. Elle peut poursuivre votre œuvre? Est-ce qu'elle peut aller là finalement où vous avez échoué, c'est-à-dire le pouvoir, selon vous? J'ai pas échoué. Tous ceux qui n'ont pas atteint le pouvoir ont échoué. Mais ce qui est malheureux, Quand c'est que ils c'est le ceux voulaient, qui oui. avaient le pouvoir qui ont échoué le plus. C'est ça qui est dramatique. Alors non, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai fait effort, et j'ai fait le mieux que j'ai pu. Je n'ai pas réussi à mettre en œuvre ce que je croyais devoir faire pour mon pays. Je crains malheureusement que personne d'autre n'ait été capable de le faire à ma place ou à la place de quelqu'un qui aurait suivi ma ligne. Emmanuel Macron, Jean-Marie Le Pen, il grandit la France ou il la rapetisse? Bah, Puisque écoutez, c'est un mot que vous aimez bien. Dans la rapetisser. mesure où il est très européen, il la rapetisse. Il redonne pas du lustre à la France à l'étranger quand même? Oui, enfin, bien sûr, mais tout ça, la France n'a pas attendu M. Macron pour avoir un rayonnement mondial. Mais ce rayonnement, il faut avoir la loyauté de le reconnaître, est en voie de réduction, et je le regrette infiniment, parce que le rayonnement est en rapport direct tout de même avec la puissance, avec l'indépendance, toute qualité que nous sommes en train de perdre ou que nous avons déjà perdue. Ce premier tome de vos mémoires s'achève en 1972 à la création du Front National. Deuxième tome avant la fin de cette année, les 40, on ne sait pas, non. les 40 années suivantes. Oui, la Les suite, 40 années de suivantes 72 à nos jours. à nos jours. À nos jours, mais peut-être au moment où je mettrai le mot fin, c'est peut-être l'année prochaine. Par conséquent, on ne sait pas ce qui sera passé d'ici là. Les volontés de Dieu sont insondables. Deux questions pour finir, Jean-Marie Le Pen. D'abord, vous avez peur de la disparition du FN, puisqu'il va changer de nom, vraisemblablement? Oui, je pense que c'est la mort du FN et j'en suis infiniment triste parce que le Front National, ce n'est pas seulement le président ou la présidente du Front National, ce sont des milliers et des milliers de gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, et qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qui ont suscité beaucoup d'espoir et malheureusement, cette grande aventure me paraît compromise par les volontés de Marine Le Pen. Et vous, question plus personnelle, Jean-Marie Le Pen, vous avez peur de la mort? Un peu.
un peu au fur et à mesure qu'elle se rapproche, inéluctablement, mais nous sommes tous voués, hélas, aux mêmes fins, au pluriel, n'est-ce pas, les fins dernières de l'homme. Et je m'accroche à un petit espoir, mais il n'en reste pas moins que c'est une perspective qui ne m'agrée guère. Je suis plutôt un partisan de la vie qu'un partisan de la mort. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'avoir été au micro de RTL ce matin. Jean-Marie Le Pen, fils de la nation, mémoire 400 pages aux éditions Muller. Bonne journée. Merci.